Ils paieront 10% s'ils sont BRICS, parce que les BRICS ont été créés pour nous nuire. Les BRICS ont été créés pour dévaluer notre dollar et retirer notre dollar comme monnaie de référence, le remplacer comme standard. Et c'est très bien s'ils veulent jouer à ce jeu-là, mais moi aussi, je peux jouer à ce jeu. Donc, toute personne faisant partie des BRICS aura une taxe de 10%. Est-ce que c'est immédiat, monsieur? Oui, absolument. S'ils adoptent des comportements? Eh bien, s'ils sont membres des BRICS, ils devront payer une taxe de 10% rien que pour ça. Et ils ne resteront pas membres très longtemps. Je croyais que les BRICS étaient, vous savez, j'ai dit ça il y a environ un an, et ça c'est en grande partie dissous, mais il y en a encore quelques-uns qui restent. Mais je pensais que ça s'était en grande partie dissous. À mon avis, les BRICS ne représentent pas une menace sérieuse. Mais ce qu'ils essaient de faire, c'est de détruire le dollar pour qu'un autre pays puisse prendre le relais et devenir la référence. Et nous n'allons pas perdre ce statut de sitôt. Si vous avez un président intelligent, vous ne perdrez jamais ce statut. Si vous avez un président stupide comme le dernier, vous perdriez ce statut. Vous n'auriez plus le dollar comme. Et si nous perdions le dollar comme monnaie de référence mondiale, ce serait comme perdre une guerre, une grande guerre mondiale. Nous ne serions plus jamais le même pays. Nous n'allons pas laisser cela arriver. Le dollar, tu as déjà entendu l'expression « le dollar est roi ». Le dollar est roi. Nous allons faire en sorte que ça reste ainsi. D'accord? Et je dis simplement que si des gens veulent défier, ils le peuvent. Mais ils devront payer le prix fort. Et je ne pense pas qu'aucun d'entre eux soit prêt à payer ce prix-là. Trump a déclaré que des droits de douane supplémentaires de 10% seraient imposés aux pays soutenant la politique des BRICS. Quelle est la position de la Russie concernant la protection de ses intérêts face à d'éventuelles sanctions économiques des États-Unis? Vous avez dit que vous aviez 2 questions, mais moi je n'en ai qu'une. Pourquoi est-ce que ce sont les autres et non les régimes et hommes politiques américains qui doivent payer pour les erreurs des responsables précédents aux États-Unis? C'est une bonne question, non? Pourquoi le monde entier devrait-il payer pour l'état de l'économie américaine, pour ce qu'en ont fait ses dirigeants? Ces 15 dernières années, nous avons vu les démocrates libéraux américains se moquer du bon sens, de leur propre économie, et de leur propre peuple. Alors pourquoi ce serait le monde entier qui devrait en subir les conséquences? Pourquoi, par exemple, ne pas réclamer à Biden ou Obama un pourcentage de leur retraite ou de leur traitement aux États-Unis pour couvrir ne serait-ce qu'une partie des pertes et des dommages? Pourquoi pas? Pourquoi les peuples d'autres pays, notamment ceux qui ont été exploités pendant des siècles, devraient-ils une fois de plus payer pour que l'Occident, encore une fois, puisse continuer à prospérer? Je ne suis pas sûr que cette question doive rester rhétorique. Je pense qu'elle mérite une réponse concrète. Nous suivons bien sûr attentivement les actions des États-Unis dans le cadre de leur politique commerciale, y compris l'introduction de nouveaux droits de douane visant un certain nombre de pays, notamment nos partenaires des BRICS. Ce genre de rhétorique confirme une fois de plus que les États-Unis continuent d'utiliser les outils économiques et commerciaux, que ce soit sous forme de sanctions illégitimes ou de tarifs douaniers, ou comme un instrument de pression politique, tout en se couvrant de slogans sur la concurrence loyale ou la sécurité nationale. Il faut malheureusement constater que cette ligne de conduite détruit l'architecture actuelle de la coopération économique internationale. Elle viole grossièrement les règles de l'OMC ainsi que les principes du libre-échange, principes que, soit dit en passant, Washington défendait encore récemment comme des vérités universelles. Mais je dirais même plus, ce type d'hyper-protectionnisme, à mon avis, ne sert pas les intérêts des États-Unis eux-mêmes. Ils doivent chercher à accroître leur compétitivité de l'intérieur, en développant leurs ressources et réserves internes pour surmonter leurs propres crises, et non en s'affirmant éternellement aux dépens des autres, en résolvant leurs problèmes aux frais d'autrui. Une augmentation aussi radicale et injustifiée des droits de douane par la plus grande économie du monde représente un risque sérieux pour l'économie mondiale. Toutes les nations en ressentiront les effets. L'inflation mondiale va s'aggraver en raison de la restructuration des chaînes logistiques et de production, du déplacement des flux commerciaux, de déséquilibres sectoriels, de la baisse de la productivité, ainsi que d'une volatilité accrue sur les marchés financiers et énergétiques. Tout cela pourrait, au final, plonger le monde dans une récession globale. D'ailleurs, lors du dernier sommet des BRICS à Rio de Janeiro,
tous les pays membres ont exprimé une inquiétude unanime face à la montée des mesures unilatérales, tarifaires et non tarifaires. Quant à l'impact sur la Russie, vous le savez bien, notre pays vit depuis longtemps sous les contraintes de sanctions, de barrières commerciales, de régimes restrictifs illégitimes, bref, une véritable guerre commerciale menée contre nous. Et à ce titre, nous possédons une expérience unique d'adaptation et de développement durable en situation de pression extérieure. La Russie continuera à renforcer sa souveraineté économique, à développer la coopération avec les pays qui adoptent une approche rationnelle, pragmatique et, surtout, respectueuse du droit et de la légalité. Ces indicateurs montrent que les BRICS dépassent toutes les autres unions. Notre union fait autorité dans le monde aujourd'hui, notamment pour la gestion des affaires mondiales. Il s'agit d'une voix solide pour défendre les intérêts de la majorité mondiale, pour se faire entendre sur la scène internationale. Les BRICS représentent les pays du Sud et de l'Est. Il s'agit d'un partenariat culturel ouvert, basé sur le respect mutuel et le respect de l'opinion des uns des autres. C'est ce qui s'est dit à Kazan, où a été pris une décision de partenariat pour notre union, pour créer une coopération concrète avec tous les pays intéressés. Et ces pays, aujourd'hui, sont au nombre de 10. Je souligne le fait que les BRICS, aujourd'hui, constituent un modèle différent de développement, avec des civilisations, des religions, des cultures différentes. Mettre en place des situations, nous voyons tous que le monde est en pleine évolution. Le système unipolaire des relations internationales fait partie du passé. Écoutez, honnêtement, je ne pense même pas devoir commenter cela parce que je ne considère pas qu'il soit responsable ou sérieux qu'un président d'un pays de la taille des États-Unis menace le monde via Internet. Ce n'est pas correct. Il doit comprendre que le monde a changé. Nous ne voulons pas d'un empereur. Nous sommes des nations souveraines. Et s'il pense qu'il peut imposer des tarifs douaniers, eh bien, les autres pays ont aussi le droit de faire de même. Il existe un principe de réciprocité. Du moins, c'est ce que je crois. Je trouve que c'est très mal avisé et extrêmement irresponsable de la part d'un président d'aller menacer les autres sur les réseaux sociaux. Franchement, il existe d'autres moyens et des forums appropriés pour qu'un président d'un pays aussi important que les États-Unis s'adresse aux autres nations. Écoutez, je ne vais pas commenter cette histoire entre Trump et Bolsonaro. J'ai des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer que cela. Ce pays a des lois, ce pays a des règles, et ce pays n'a qu'un seul propriétaire, le peuple brésilien. Alors, qu'ils s'occupent de leurs affaires, pas des nôtres. Au sein des BRICS, nous sommes convaincus que nous ne voulons plus d'un monde sous tutelle. Nous ne voulons plus de guerre froide, nous ne voulons plus de non-respect de la souveraineté, et nous ne voulons plus de guerre. C'est pourquoi nous discutons sérieusement de la nécessité d'un changement structurel, y compris dans la Charte des Nations Unies. Et le plus grave, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU, qui devrait servir de modèle pour prévenir de telles guerres, a en réalité été l'un des principaux promoteurs, à commencer par la guerre en Irak, l'invasion de la Libye, et la mort de Kadhafi. Nous devrons créer des conditions, car chaque année nous allons à l'Assemblée générale de l'ONU, et chaque président prononce le discours qu'il veut, puis s'en va. Ils n'écoutent personne d'autre. C'est comme un centre commercial idéologique. Chacun vend ce qu'il veut, achète ce qu'il veut, sans aucune obligation d'écouter ou de s'engager. En d'autres termes, l'ONU doit organiser une véritable conférence pour discuter sérieusement de la question des guerres. Le monde doit trouver un moyen pour que nos relations commerciales ne passent pas nécessairement par le dollar. Quand c'est avec les États-Unis, bien sûr, cela passe par le dollar. Mais quand c'est avec l'Argentine, ce n'est pas obligatoire. Quand c'est avec la Chine, ce n'est pas obligatoire non plus. Quand c'est avec l'Inde, ce n'est pas obligatoire non plus. Et quand il s'agit de l'Europe, on parle de l'euro. En d'autres termes, personne n'a jamais décidé que le dollar devait être la monnaie de référence mondiale. C'est simplement arrivé comme ça. Évidemment, nous avons la responsabilité d'avancer avec beaucoup de prudence. Nos banques centrales doivent discuter de cela avec les banques centrales des autres pays. Mais c'est quelque chose dont on ne peut plus revenir en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Cela se fera progressivement jusqu'à ce que ce soit consolidé.